je ne sais pas, on m'a dit justement de présenter un petit peu la délégation, mais je crois qu'il y a quand même les noms. Donc, il y a Monsieur le Premier ministre, donc il y a Monsieur le Premier ministre, et puis il y a Madame Mehdi, donc, qui est le ministre de la Coopération. Il y a Monsieur Oubou Bchraïa, peut-être qu'une partie de vous le connaissent parce que c'est mon prédécesseur ici, donc à Paris, en France. Et donc, actuellement, il est donc conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies, du président de la République sahraoui, chargé de dossiers donc, des richesses et surtout de la procédure judiciaire au niveau de l'Union européenne. Madame Villemont, vous la connaissez, elle l'a dit elle-même, donc, et Pierre, et j'ai saisi l'occasion, donc, au nom de cette délégation sahraoui, vraiment notre gratitude pour le soutien qui nous accompagne, parce que justement, vous voyez, nous, moi je suis un petit peu grand-père aujourd'hui, mais j'ai fait sa connaissance que j'étais encore un jeune, et ça veut dire, on parle de 50 ans, nous, on n'a pas de choix, mais eux, je dois dire quand même que notre gratitude est pratiquement sans limite, puisqu'ils nous accompagnent dans cette lutte légitime depuis 50 ans. Voilà, merci. Donc, la parole est à la salle. Nous avons jusqu'à midi moins le quart. Donc, vos questions peuvent s'adresser aux personnes qui sont là. Et puis sinon, il y a d'autres gens qui pourraient aussi répondre, puisque j'ai vu qu'il y avait le représentant de la FAPREDESA, l'association des familles de disparus et de prisonniers politiques sahraouis, et puis un certain nombre de personnes qui viennent aussi des territoires autour. Qui commence à faire? Bonjour. Trois questions pour... Tu te présentes peut-être? Ah oui, pardon, d'abord, la première question sur justement la décision de justice, le non-respect de la décision de justice du tribunal européen, concernant les échanges commerciaux avec le Maroc. Certes, au niveau étatique, ils n'ont pas été respectés. Néanmoins, on voit que, comme hier par exemple, les confédérations d'agriculteurs essayent d'empêcher et de faire respecter cette loi. Est-ce que dorénavant, c'est sur les syndicats, les organisations de travailleurs et la population, finalement la société civile au plus large, que vous comptez pour mener votre combat? Ça, c'est la première question. صحفية من كندا الجريد تقدم سؤال مقارنة بقرار المحكمة الأوروبية الذي كما تعرفون لم يحترم الاتحاد الأوروبي وفي الاتفاقات التي أبرمت مؤخرا مع المغرب التي تضم مناطق الصحراء الغربية. نرى في فرنسا هنا مظاهرات شاسعة لكونفدراليات المزارعين حيث يريدون أن يفرضوا احترام لقرار المحكمة الأوروبية. هل أنتم في نظركم يعني تحسبون حساب للمجتمع الفرنسي واتحادات العمال والمزارعين من أجل أن يحترم هذا القرار الذي يعني لم تحترمه الاتحاد الأوروبي؟ اتفاقات إلى آخره. لا شك أنه مواقف ودعم الحركة التضامن الأوروبية خلال هذه 50 سنة كان له أثر كبير على مواقف الدول. الحركة التضامن الأوروبية سواء كان على مستوى الدعم السياسي ودعمها الدبلوماسي ودعمها في قضية عدم احترام المفوضية لقرار المحكمة الأوروبية، هذا أساسي وإحنا لا شك أنه حاسبين عليه ولا شك أنه لا بد أن يخلق التأثير اللازم السبيل على أن المحكمة من جديد عندما يقدم الطرف الصحراوي الطعن في هذه الأحكام لا شك أنه هذا سيكون له أثر كبير، لأن حركة التضامن الأوروبية في تاريخنا مواقف متقدمة، ودليل على هذا هاي الندوة تعد اليوم فرنسا تنظيم وقرار من حركة التضامن الأوروبية. فإذا نحن على كل حال زميل بي هو اللي يتابع هذا الملف عنده أكثر من الخطوات، ولكن أمل كبير على أن دور الحركة التضامنية وأساس الفلاحين، لأنه هذا الموقف يأثر عليهم، لأنه مزاحمة السلع الفلاحي اللي تأتي من الصحراء الغربية لا شك بأنها ستزاحم المنتوج
الأوروبي الفلاحي، ولا أظن على أنه التنظيمات الزراعية الأوروبية اللي تقبل على أنه يتم هذا ماشي بدون رد ومواقف من جديد من المحكمة الأوروبية على هذا الموقف اللي ماشي بعد تفرض المفوضية الأوروبية بضغط من فرنسا وإسبانيا. Oui, bonjour. Oui, le Premier ministre vient de confirmer comme quoi on compte bien sûr sur le soutien de la société civile pour la solidarité politique, mais aussi la solidarité dans ce sens pour préserver la souveraineté du peuple du Sahara occidental sur les richesses naturelles, particulièrement en Europe, là où il y a une jurisprudence bien solide et consolidée après les différents arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Au départ, vous savez exactement qu'il y a une série de décisions prises par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment depuis 2016. Il y a une jurisprudence qui est très bien claire, composée pratiquement de 4 éléments. Le fait que le Sahara occidental et le Maroc sont des territoires distincts et séparés. Le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental est un droit inaliénable et la finalité du processus de décolonisation au Sahara occidental. La reconnaissance du Front Polisario comme c'est le légitime représentant du peuple du Sahara occidental et par le biais de le dernier arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, la recevabilité du Front Polisario a été aussi confirmée. Et le quatrième point est le consentement du peuple du Sahara occidental comme une précondition à tout accord qui implique les richesses de ce territoire. Entre 2016 jusqu'à cette année, pratiquement, on avait globalement un seul allié très clair qui est le juge de la Cour de l'Union européenne, qui à chaque fois que la Commission essaye de contourner les différentes décisions, c'est le juge qui décide de nouveau et recadre le débat et annule les accords et les différentes rénovations de ces accords. Mais après l'entrée en vigueur de ce dernier accord, signé entre le Maroc et l'Union européenne le 3 octobre, avec la démarche dans la forme qui était une violation très claire de la procédure, le vote par écrit pour éviter un débat même au sein des États membres, l'application provisoire, la signature d'un accord par le biais d'une application provisoire, ce qui pratiquement neutralise toute possibilité du Parlement européen de participer dans ce processus d'application et bien sûr continuer à négocier tout ça sur le dos du peuple du Sahara occidental et même dans le contenu des violations très flagrantes, très claires, beaucoup plus flagrantes encore que l'accord de 2019. Et maintenant, c'est le parlementaire, vous aviez suivi avant-hier le vote concernant ce détail en relation avec les dictats. Et il y a une très grande majorité qui se constitue en faveur du droit du peuple du Sahara occidental, en faveur du respect de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne et le rejet de l'approche de la Commission européenne de vouloir pratiquement, au lieu d'adapter l'accord au droit international et au droit européen, ils font exactement le contraire. C'est essayer d'adapter ou même forcer, abuser du droit international et essayer de l'adapter à la réalité de l'occupation marocaine par l'adoption de la dénomination du découpage administratif marocain d'occupation pour se référer au territoire du Sahara occidental. Les produits provenant de la partie sud du Sahara occidental, selon le nouvel accord, sont désignés comme provenant de la région Dakhla ou de Dahab, c'est un terme purement marocain, et la région nord, c'est la Youn Sagia Hamra. Et ça n'a rien à voir avec la décision de la Cour qui dit clairement que le produit doit être étiqueté
en tant que Sahara occidental avec le code reconnu internationalement du pays qui est EH, différent de MA qui est le code du Maroc. Et même sur le droit, parce que la Cour a laissé cette petite fenêtre en relation avec le consentement présumé, implicite, mais qui a été interprété d'une façon abusive par la Commission de l'Union européenne. Et même sur le droit, la Commission a fait une déclaration unilatérale qui est annexe à l'accord, n'a rien à voir pratiquement avec l'accord. Et donc, toute cette violation très claire, flagrante de l'arrêt d'octobre 2024 ont suscité un désaccord total, une majorité qui s'est constituée aujourd'hui, qui a été reflétée par le vote d'avant-hier. Il faut rappeler que pour adopter l'accord de 2019, la commission d'agriculture avait endossé l'accord novembre 2018 par majorité écrasante. Et le vote pour le Parlement janvier 2019, c'était 444 voix pour endosser l'accord. Maintenant, c'est l'inverse qui s'est produit aujourd'hui. C'est une majorité contraire à l'approche de la Commission, 359 qui ont voté pratiquement pour faire tomber l'étiquetage avant-hier. Et au sein de la Commission Agri, il y a eu un débat intense. Les représentants de tous les groupes politiques, ils se sont exprimés d'une façon clairement contraire à l'approche de la Commission. Donc maintenant, c'est un nouvel allié politique objectif du peuple du Sahara occidental qui est le parlementaire au sein du Parlement européen. Et pour revenir à la question de la Confédération paysanne, exactement aussi, le troisième allié objectif du peuple du Sahara occidental dans cette lutte, dans cette nouvelle phase, c'est le syndicat de l'agriculture au niveau de l'Europe, en Espagne, mais aussi en France. On salue vraiment l'action de la Confédération paysanne il y a de cela 2 jours, l'action même juridique, judiciaire ancienne qui a donné... José Bové. Exactement, et depuis toujours. Et je crois que même l'accord dans sa nouvelle version complique davantage les possibilités des syndicats de l'agriculture de continuer à commercialiser leurs produits en Europe. Parce que si le volume de la production importée à partir du Sahara occidental représentait un chiffre limité, maintenant avec la promesse de la Commission, c'est le nouvel accord de faire des investissements massifs pour l'eau, l'irrigation, pour l'énergie, ça donne au Maroc la possibilité de cultiver plus de champs et par conséquent de commercialiser beaucoup de produits de l'agriculture en Europe. Si le coût de produire 1 kg de tomates au Sahara occidental est à €, et qui est commercialisé pratiquement avec un abattement tarifaire total, le coût de la production du même kilo de tomates en Europe, c'est 4 ou 5 €, et commercialisé aussi avec des taxes ici en Europe. Donc il n'y a plus de possibilité des agriculteurs européens de commercialiser leurs produits sur Et ça c'est le troisième allié objectif aussi des Sahraouis qui est en train de se former, bien sûr, en plus de la solidarité qui est toujours là. Pour nous, malheureusement, la Commission a continué à vouloir faire ce forcing et imposer ce fait accompli sur tout le monde, y compris sur le peuple du Sahara occidental. Le Front Polisario était écarté de toute participation dans ce processus de négociation du nouvel accord, alors que nous, officiellement, on avait exprimé notre volonté d'assister, de participer. On n'est pas contre les intérêts de l'Europe, on n'est pas, encore moins contre le développement du territoire du Sahara occidental, mais la condition que tout ça, ça se fait dans le respect strict des arrêts de la Cour de l'Union européenne. Mais malheureusement, la Commission a négocié tout ça avec le Maroc, seulement avec le Maroc, et cette fois-ci sur le dos pratiquement des pays membres de l'Union européenne aussi. Vous avez vu le communiqué de quelques pays qui disent on n'était pas informé comme il faut sur
sur la démarche et bien sûr sur le dos des parlementaires européens et sur le dos de l'ensemble du peuple de l'Europe. Peut-être pour compléter, Madame, il y a à voir, je pense que l'exemplarité dont je parle, c'est celle d'un peuple qui maintient de manière constante les principes fondamentaux que nous partageons tous, dont nous savons qu'ils sont indispensables pour nous, Européens. Donc le combat que nous menons aujourd'hui est un combat à côté du peuple sahraoui, comme on l'est d'ailleurs aux côtés du peuple palestinien, de tous les peuples colonisés. Et c'est pour essayer de sauvegarder, je dis bien, une conception des relations internationales, du droit international, du droit humanitaire, de sauvegarder ces fondamentaux-là dans une situation qui est celle d'une espèce de tempête provoquée par M. Trump et suivie par les Européens. Et donc, nous sommes là devant une obligation de réagir. Pour réagir, clairement, nous avons les syndicats qui ont pris et qui font de plus en plus fait et cause pour la question du Sahara occidental, parce qu'ils savent que c'est le même problème qui les atteint aujourd'hui dans la fragilisation de nos propres sociétés. Et donc, il y a de nouvelles alliances qui sont en train de se créer. Et dans le même temps, nous sommes là pour rappeler à nos élus, et là c'est fondamental aussi, c'est que dès l'instant où l'exécutif pense qu'il peut se passer devant le Parlement pour faire avaliser les grandes décisions qu'il prend sur le plan international, il est temps que le législatif reprenne ses responsabilités, d'où notre déplacement jusqu'à l'Assemblée nationale, d'où nos déplacements face au Parlement européen, pour rappeler la responsabilité du législatif dans l'organisation démocratique de nos sociétés. Et pour terminer, c'est vous dire, nous sommes aussi appuyés par la justice aujourd'hui. La justice internationale, qu'il s'agisse de celle de l'ONU, qu'il s'agisse de celle de l'Europe, qu'il s'agisse de celle de l'Afrique, est unanime pour déclarer l'importance du respect du droit à l'autodétermination et pour respecter donc les biens des peuples qui sont aujourd'hui sous tutelle coloniale ou qui sont sous occupation militaire. Et de ce fait, il nous appartient d'aller vers les juges. Et quand nous allons vers les juges, c'est-à-dire nous allons procéder pour empêcher que nos sociétés, pour empêcher les firmes privées de l'agro-business d'envahir le Sahara occidental. C'est notre responsabilité d'être des citoyens actifs, y compris dans la manière d'amener devant les cours de justice à la fois les États qui sont des États, excusez-moi, à côté, qui ont déraillé par rapport au fondement, et pour rappeler aux acteurs de l'économie qu'ils ont eux aussi les mêmes responsabilités. Donc c'est ça tout le travail que nous sommes en train d'engager. D'autres questions? الإمام ده في الإعلام الكندية السؤال هي ما هي الظروف والسياق التي تعقد فيها هذه الندوة 49 وما هي الرسائل التي توجهها هذه الندوة ولمن؟ Quelles sont les conditions donc, dans lesquelles se trouve cette réunion, donc la 40e anniversaire, et quel est surtout le message que vous allez donc envoyer et à qui? طيب الإعلان مقدمة المطالبة الندوة باللي تناقش وتمر بيان حول النبوة أساسا قرار مجلس الأخير الصادر يوم 21 أكتوبر الماضي. Je crois que la chose la plus importante, c'est surtout la dernière résolution du Conseil de sécurité qui vient d'être adoptée il y a quelques jours. لأن المفوضية الأوروبية قرأت وترجمت هاي اللائحة ترجمة مغلوطة تماما. Parce que nous avons l'impression que la Commission européenne a vraiment eu une autre lecture, enfin il a lu une lecture qui n'est pas du tout correcte de cette résolution. بالرغم من اللائحة تخالف المفاوضات بين الطرفين. Parce que normalement cette résolution demande d'une manière claire et nette des négociations entre les deux parties. ولو على أنها تقدم الحكم الذاتي. Donc les deux parties au conflit, que malgré qu'il fait mention donc la soi-disant proposition d'autonomie, ولكن تخلي الباب مفتوح وطالب على أنه تناقش مقترحات ثانية وخيارات mais elle la ثانية. présente juste comme une position parmi d'autres.
et que normalement il laisse la porte ouverte pour d'autres propositions. ولكن في كل الحالات Donc نتائج malgré, enfin de toute façon نتائج dans هذا tous les cas, التفاوض la résolution de ces négociations, يا الله يقبلوها الطرفين donc une condition sine qua non que les résultats de ces négociations doivent être acceptés par les deux parties. تضمن للشعب الصحراوي حقه في تغيير المصير Et en même temps donc de garantir au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination وتحترم مبادئ وقرارات الأمم et qu'elle المتحدة ما يخص respecte هذا الموضوع. et les principes et donc la lettre même du droit international. الصحراويين خلينا في بياننا وضوح كافي على أننا مستعدين للتفاوض مع En ce المغرب qui nous concerne, donc la partie sahraoui, nous avons bien exprimé dans un communiqué peut-être que vous avez aussi entre les mains, que nous avons exprimé notre volonté claire et nette donc d'engager les négociations directes, sans condition préalable avec l'autre partie qui est le Maroc. لكل الخيارات. Et évidemment, ces négociations se basent sur toutes les propositions sur la table. ما دام نتائج هذه المفاوضات لابد من يوافق عليه الشعب الصحراوي، احنا قلنا علينا مستعدين للتفاوض معهم حول الاستغلال وحول D'autant plus que normalement la dernière étape de ces négociations, pour le résultat de ces négociations, doit passer évidemment par l'acceptation du premier concerné qui sont les Sahraouis. Donc nous avons dit que les résultats parmi d'autres pourraient être donc l'indépendance, الحكم الذاتي l'autonomie وحتى الانضمام بور ودور المغرب الى عاد et الصحراء même l'intégration pure et simple au Maroc si jamais les Sahraouis s'expriment d'une manière libre et indépendante et qu'ils choisissent ce choix. هذا موقفنا Ça c'est notre position. واللائحه اللي تنسى عليه بالذات هذا هو. Et ça c'est le contenu justement de cette dernière résolution du Conseil de sécurité. وبالتالي التفسير والترجمه اللي اعطى المغرب واعطاها Donc, المفوضيه الاوروبيه l'interprétation qui était faite aussi bien par les autorités américaines que par les autorités de quelques pays européens, والمفوضيه اساسا et surtout celle de la Commission européenne, والزخم اللي اعطته الصحافه في فرنسا et واسبانيا surtout aussi la façon de la presse, surtout française, a donc traité sur cette question, هذا ينعت على انه الاراده ما زالت ما هي موجوده عند المغرب ومن يدعمه démontre malheureusement que le moins qu'on puisse dire qu'il n'y a pas encore une volonté politique des autorités marocaines et de celles qui le soutiennent. ولكن الان الابال عند المغرب وحلفائه. Donc, ce qu'on peut dire, nous, en tant que parti sahraoui, c'est que la balle se situe justement auprès des autorités, enfin, dans le camp des autorités marocaines et ses alliés. احنا جاهزين للتفاوض في Nous اطار sommes prêts à négocier, donc pour les négociations, في اطار ما تنص عليه اللائحه 27 mais 97 justement الاخيره. sur la base de cette résolution et le contenu réel de la résolution 2797. هذه يا الندوه توصي لي Donc, توصي à بي mon avis, et là, ce qu'on espère, nous, en tant que délégation sahraoui, le vertébral justement de l'appel qui sera lancé par cette. الموضوع اللي كان نعرف بين موضوع قسطون اصرار المفوضيه الاوروبيه Et le deuxième sujet, c'est exactement cette façon de la Commission européenne d'insister par tous les moyens, اللي باغيه تفرض شيء يتناقض مع c'est قرار vraiment المحكمه الاوروبيه. d'imposer donc des décisions et des démarches qui sont en contradiction flagrante avec les décisions de la Cour de justice européenne. بالتالي الندوه تطالب Et donc nous estimons que la conférence doit aussi lancer un appel, المجتمع الاوروبي والمؤسسات الاوروبيه surtout donc envers l'opinion européenne et les institutions européennes, لإرجاع المفوضية على التوجه pour justement amener la Commission européenne à revoir sa position, لأنه هذا ما يساعد في الحل ولا يساعد parce que à notre avis, ce qu'il fait actuellement, malheureusement, ne participe pas d'une manière vraiment dans la paix et la stabilité. الموضوع الثالث اللي الندوة تتكلم عنه Troisième point ou troisième thème, مؤخرا الولايات المتحدة نقص دعمها للوكالات المتحدة الداعمة ب 40%. que malheureusement, ces derniers temps, le gouvernement américain a diminué donc son soutien pour toutes les organisations d'aide humanitaire de plus que 40%. هذا يجعل على أن الوكالات المتحدة الداعمة للشعب الصحراوي دعمها انقص ب C'est répercuté 41%. malheureusement sur l'aide des organisations humanitaires qui soutiennent les réfugiés sahraouis. ولا سير إلى حد الساعة ما فات توقف على أي ميزانية دعم. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, le HCR n'a pas pu encore donc établir son budget de soutien pour les réfugiés sahraouis cette année. برنامج الاليمنتاسيون مونديال لغاية التغذية انقص بأكثر من 30%.
Pardon, برنامج العالمي للتغذية donc, le الطعام programme international donc, de l'aide humanitaire donc, a été aussi diminué de 30%. أكثر من 30% اللي Plus هو que الطعام 30%. وبالتالي التوجه هاي السنة صعب. Donc c'est pour vous dire que la situation dans les campements n'est pas du tout facile. هاي السنة سنة 2026 ستكون سنة صعيبة. Donc pour nous l'année 2026 ça va être vraiment une année très difficile. وبالتالي لابد من نتحركوا على مستوى C'est أوروبا. pour ça que aussi je lance donc un appel ici en Europe. لأنه باش نمنع هذا الضغط اللي موجود للصحراويين. Un appel donc et pour le gouvernement et pour les associations et les comités etc. pour essayer de mobiliser justement sur cette situation humanitaire dans les campements des réfugiés. نرجعوا على أنه هذا التراجع وهذا النقص في الدعم ما يعود عنده مفهوم سياسي للضغط على الصحراويين. Profondément que cette diminution de l'aide humanitaire pour les réfugiés sahraouis n'aura pas ou n'a pas une explication plutôt politique. ما عندنا خلفية سياسية ضغط علينا وجود حلول ما هي شرعية. Politique et que peut-être une façon ici de nous imposer des solutions qui ne nous conviennent pas. نرجع على أن هذه الأهداف الثلاثة تعود مركزة عليهم الندوة. Donc ma délégation espère justement que ce sont les 3 thèmes qui seraient pris en considération dans cette conférence. شكرا. Merci. Oui, je voudrais quand même dire aussi une chose, c'est nous sommes en tant que mouvement de solidarité confrontés aujourd'hui à un exécutif qui est en pleine croyance qu'il domine le monde. C'est le monde occidental qui a repris des tendances et vraiment le travers de ce qu'il était durant la période coloniale. Et donc, se battre aujourd'hui pour la cause sahraoui, c'est se battre pour le rétablissement du droit. Et nous devons le faire au sein des parlements. Nous devons le faire au sein de l'Union européenne. Nous le devons faire avec les moyens juridiques qui sont à notre disposition. Et c'est ce que nous allons faire. Je veux le rappeler. Et pour nous, c'est pas difficile. Vous avez, comme moi, probablement déjà pu lire ce fameux document qui a été déposé le 21 octobre par le Front Polisario. Il a été déposé entre les mains de l'Afrique du Sud qu'il a porté au Conseil de sécurité. Pour ceux qui n'ont pas, je vous recommande de lire ce document. 12 pages. Il définit exactement quelle est la vision que le Front Polisario a aujourd'hui de la manière dont on pourrait aboutir à la fin de ce conflit dans des conditions de coexistence et dans des conditions qui permettent au peuple de la région de reconstruire le Maghreb arabe. C'est assez extraordinaire. Et je pense qu'à partir de là, nous avons une feuille de route. Et c'est cette feuille de route-là que nous allons discuter pendant ces 2 jours pour aboutir à quels sont les moyens de la concrétiser. Et ce qui se passe aujourd'hui dans nos communautés, dans notre société, qui sont fragilisées par cette espèce de nouvelle vision trumpiste de nos sociétés, eh bien, c'est de réagir en tentant par tous les moyens de rétablir ce qui est notre conception du vivre ensemble. Cette conception du vivre ensemble, elle est la meilleure façon de travailler avec ce qu'on appelle aujourd'hui la génération Z. Vous savez, comme moi, vous pouvez voir que dans le monde, c'est pas pour rien que le Pakistan s'est abstenu à New York. Il y a au Pakistan aujourd'hui, pour ceux qui observent un peu la réalité, il y a une génération Z qui est en pleine réaction et qui pousse le gouvernement à rétablir ce que sont les normes de ce que doit être la coexistence pacifique entre les peuples. Et pour nous, c'est essentiel parce que nous croyons que c'est notre propre vivre ensemble qui est mis en cause. Et donc, pour nous, la question du Sahara devient exemplaire de ce qu'il ne faut pas faire. Et la proposition qui est là, que je vous invite à lire dans le détail, eh bien, elle est la manière dont l'ONU s'est petit à petit articulée pour amener la résolution 1514 à l'époque des luttes de décolonisation. Et elle est un rappel de la manière dont les peuples et les nations peuvent demain coexister, non pas par la course aux armements qui nous est imposée aujourd'hui, mais par une manière de refaire la visite du droit et des règles qui nous permettent de vivre ensemble. Et c'est ce que le Parlement européen a rappelé. Ça, c'est important, c'est de voir, ce ne sont pas nécessairement les gauchistes du Parlement qui ont rappelé ça, c'est plutôt la droite. Et elle a été suivie. Et donc je pense que c'est vraiment tout un processus que nous devons réengager aujourd'hui. Et je vous dis, nous le conduirons
jusque dans les tribunaux si c'est nécessaire. Oui, moi, je voulais... Merci Pierre, c'est toujours très éclairant tout ce que tu nous dis, et merci Bouchraya, mais je voudrais redonner cette un petit remerciement, un petit regard pour la Confédération paysanne. Parce que Beauvais a quand même commencé au Parlement européen il y a beaucoup d'années maintenant, presque 20 ans, hein. C'était en 2012, oui, José Beauvais, qui était à ce moment-là l'expression d'une révolte, d'une défense du droit, d'une défense des agriculteurs. Enfin, il représentait beaucoup à ce moment-là, José Beauvais. Il avait des responsabilités au Parlement européen qui lui ont permis de bien lever ce sujet. Et ce qui est important, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, la Confédération paysanne a fait cette manifestation et poursuit ce travail à la fois du droit et de la revendication pour respecter les agriculteurs, respecter les consommateurs. Et je trouve que là, comme dit un peu Pierre, il y a vraiment une situation exemplaire dont s'est emparé José Beauvais au Parlement européen, donc qu'a continué la Confédération paysanne. Et nous sommes très très contents qu'une de ces déléguées participe à cette conférence. C'est vraiment une étape qui est importante et qui, j'espère, va nous permettre de davantage amplifier l'engagement de la société civile aux côtés des Sahraouis. Hier, à Paris, avait lieu la conférence internationale syndicale à l'initiative de l'UGT Zario et de la CGT de Solidaire, qui réunissait des syndicalistes de toute l'Europe. Et donc, vous allez bientôt avoir le texte final. Et là, il y a vraiment des choses qui se lèvent aussi, et c'était une première. Et il y a 2 jours, j'étais à un colloque organisé par l'Université de droit d'Amiens sur le thème des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ils avaient déjà fait une conférence en 2019 où là, tout le monde était pro-marocain. Et là, subitement, le cas du Sahara occidental avec l'avis de la CUEJ devient central et modélisant pour d'autres. Donc c'était très encourageant. Et donc maintenant, j'aimerais que peut-être vous, les journalistes que nous avons beaucoup lus dans la presse française après la résolution, voilà, profitez-en. Vous savez, les bons interlocuteurs, vous n'êtes pas obligé de faire 10 heures de vol pour aller jusqu'à Titou. Encore, il y en a certains ici qui se sont inscrits pour venir en février. Et on est très heureux. Et puis aussi ce qui se passe dans les territoires occupés, puisque vous savez qu'on ne peut pas y aller depuis 2014. Il y a quand même 2 journalistes, un du Monde et un de la Croix, qui sont allés avec l'accord de l'ambassade du Maroc en France, parce qu'autrement on ne peut pas pénétrer depuis 12 ans dans ce territoire fermé. Et voilà, là aussi je pense que vous, les journalistes, vous avez un rôle important pour faire connaître cette réalité. Et puis ne pas laisser toute la place aux éléments de langage du puissant, c'est-à-dire du Maroc. À qui je donne la parole? Merci, on a une question. Oui, lors de la résolution du Conseil de sécurité du 31 octobre, la mission, le mandat de la MINURSO a été prolongé d'1 an. Est-ce que ça veut dire que la question du référendum est toujours une question fondamentale dans les négociations entre le Maroc et le Front Polisario? Et quelle sera la base aussi? Comment vont être définies les populations qui vont participer à ce référendum? Est-ce que ça a avancé sur ce domaine? السلام عليكم ورحمة الله. في قرار مجلس فهمت الفرنسية. في قرار الأمم المتحدة الأخير، حيث أقر بأن تقرير المصير هو أحد الخيارات. هل بالنسبة لكم تقرير المصير هو الخيار الأساسي للتفاوض، أو أنتم مستعدون للتفاوض على خيارات أخرى؟ وأيضا كيفية تحديد هوية المصوتين في هذا التصويت إذا ما تم؟ حتى اللي فهمت السؤال، لا مينورسو فعلا هي البعثة المتحدة
من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية. Si j'ai bien compris la question, donc la mission des Nations Unies présente sur place, c'est bien une mission, donc la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. بالرغم على أن النواه اللي كانت موجودة في جلسات مجلس الأمن الأخيرة كانت تحاول على أن تقصر المدة إلى 3 أشهر وتغير حتى محتوى مسؤوليات لامينورسو. Et ce, malgré que les tentatives qui ont eu lieu donc, pendant les débats qui ont eu lieu au Conseil de sécurité récemment, donc ils visaient tout d'abord donc, de réduire la période de la MINURSO et essayer même de dénaturer la nature du conflit du Sahara occidental. لكن مجلس الأمن امتنع عن يقبل هذا Mais التوجه. le Conseil de sécurité, donc la dernière résolution, n'a pas suivi justement ces tentatives. وخلى لامينورسو تواصل عملها ليجدد كل سنة. Donc la mission des Nations Unies a été prorogée pour 1 année comme d'habitude. وخلى محتوى مسؤولياته هو بعثة تنظيم الاستفتاء في الصحراء Et الغربية. donc il n'a pas du tout changé la nature de sa mission qui était et qui reste donc l'organisation d'un référendum libre, général et régulier au Sahara occidental. والنص يقول مفاوضات بين الطرفين على أي حل. Et comme je l'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, je le répète encore, donc le texte de la résolution, il dit bien, il précise bien la nécessité d'engager des négociations directes entre les deux parties. يوصل حل مقبول من الطرفين ويضمن تغيير المصير. Et donc le résultat de ces négociations, donc, c'est qu'il aboutisse à une solution acceptée par les deux parties et qui garantisse le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. وهذا ما قد يصح ما هو باستشارة الصحراويين. Et quand on dit comme ça, donc ça veut dire d'une manière ou d'une autre que donc ce résultat ne peut être atteint que avec une consultation directe du peuple sahraoui. الأمم المتحدة عندها قاعدة لإحصاء الصحراويين اللي عندهم الحق في التصويت. Donc les Nations Unies ont déjà recensé ont déjà établi les listes des électeurs. ولكن بالرغم على أن هذه اللوائح ياسمها اللي عود مثلا خالق مات. Donc, et malgré que, bon, effectivement, il faut donc retoucher ou peut-être revoir ces listes. ولكن مقاييس الطرح في الأمم المتحدة يومها. Mais les critères qui ont été précisés par les Nations Unies sont toujours là, ils sont toujours valables. تطرح على أن الصحراوي عندهم الحق هم وأولادهم وأولاد أولادهم يعرفوا Et يصوتوا. donc, il exige, les Nations Unies exigent que les Sahraouis, et rien que les Sahraouis, donc les Sahraouis, mais aussi évidemment leurs descendants, donc leurs enfants et leurs petits-enfants. وبالتالي الإرادة على الاستاء يعدل ما هي أمور تقنية وإنما أمور سياسية. Donc, pour vous dire la vérité, le problème, ce n'est pas des problèmes techniques, mais plutôt une décision politique. وبالتالي النهار اللي الأمم المتحدة ومجلس الأمن مرق فيه عن يعدل الاستفتاء الأمور جاهزة. Convaincus que le jour où les Nations Unies et surtout le Conseil de sécurité décident enfin d'organiser ce référendum sur le plan technique, il n'y aurait aucun problème. وبالتالي المعرض الكبير لتنظيم الاستفتاء ما هو المغرب. المغرب ما عنده قدرات. Donc, vous savez, je dois vous dire aussi, vous préciser que l'obstacle réel ne vient pas du Maroc, parce que le Maroc n'a pas ses moyens. يأتي من دول وازنة في Mais مجلس الأمن. malheureusement, il vient de quelques pays membres qui ont vraiment de poids au sein du Conseil de sécurité. وبالتالي الممثلين الخاصين الأمين العام دائما يخصموا ودعم مجلس الأمن. Parce que normalement, pour les représentants spéciaux du secrétaire général, donc ce soutien a été chaque fois réaffirmé au Conseil de sécurité. فإذا احنا نرجع على أنه استمرار لامينورسو مهامه ووظائفه هو قبال إشارة على أنه ما خلق حل ما هو حل مسوي على الصحراويين. Donc, ce que je peux dire en fin de compte, et que évidemment, je pense aussi que cette fois, chaque année réaffirmé par la communauté internationale, c'est qu'il n'y aurait eu jamais de solution sans l'accord du peuple sahraoui. Il y a une question de la part du monde ici. Oui, bonjour. Il semble qu'il y ait une grosse différence dans l'environnement géopolitique qui peut aller jusqu'à il y a, disons, 1 an et qui constitue la toile de fond de ce qui s'est passé à New York il y a 1 mois. C'est le rôle des États-Unis. Il semble que l'administration de Trump soit investie plus qu'avant dans l'espoir de régler ce conflit selon leur propre vision. Les conseillers du président Trump ont maintes fois déclaré qu'ils poussaient à une solution. Je voulais savoir comment vous voyez ce rôle des États-Unis qui semble nouveau. Et est-ce que le Front Polisario a été approché par les Américains pour essayer d'esquisser cette négociation que la résolution appelle de ses voeux? Merci.
الولايات المتحدة اتصلت بالجبهة الأيام اللي كان يناقش. L'administration américaine donc a pris contact avec le Front Polisario pendant les débats sur la résolution en question. موقفنا كان واضح. Notre position était claire. هي نفس اللي مشينا في رسالة الرئيس مجلس الأمن. C'est exactement la même position que nous avons exprimée dans une lettre que nous avons envoyée au président du Conseil de sécurité. على أن ما لنا نشارك في مفاوضات ولي مسار خارج عن شرعية Et الدولية. pour la résumer en quelques mots, c'est que nous ne sommes pas du tout disposés de négocier. Une partie ne se prend jamais dans une négociation qui sort justement du cadre bien défini pour la résolution du conflit du Sahara occidental. وأنا أقول لك رأيي بكل وضوح على أنه أكثر كان ضغط فرنسا لقبول اللائحة من الولايات Pour vous dire المتحدة. une chose, peut-être que vous ne savez pas, c'est que le rôle qui était joué par la France pendant ces jours de négociation était beaucoup plus important et beaucoup plus engagé que celui de l'administration américaine. اللي خباري في المنطقة وقضاياها Parce que vous وخباياها savez, هي فرنسا. la France qui connaît très bien la région, et donc c'était elle qui s'est engagée vraiment pour faire passer cette résolution dans sa première version. ما هي أمريكا. C'était pas les États-Unis. وكان في نقاش أعضاء مجلس الأمن اتطرف موقف ضدنا الموقف السفير الفرنسي أكثر Et من peut-être vous avez الموقف suivi السفير aussi les الأمريكي. interprétations de vote après donc l'adoption de la résolution. Et si vous l'avez donc si vous avez fait ça, vous allez remarquer que la position qui était la plus engagée dans le sens inverse de nos intérêts ou contre nos intérêts, c'était malheureusement celle de l'ambassade, enfin du représentant du gouvernement français. C'est un peu, il y a quand même une... Bien sûr, on regrette le fait que les États-Unis d'Amérique, au niveau national, aient décidé, surtout pendant le premier mandat de Trump, de reconnaître la souveraineté prétendue du Maroc sur le Sahara occidental. Et nous croyons que cet acte a privé les États-Unis de jouer un rôle de médiation avec de possibilités d'aboutir, puisqu'elle a choisi clairement un camp. Mais il y a, et je crois que ça devient de plus en plus très clair, qu'il y a une différence entre la position de Washington, la position nationale, et la position américaine dans le contexte multilatéral, qui a été bien expliqué par le conseiller spécial du président Trump, Messad Boulouz, quelques jours après l'adoption de la résolution 2797, là où il a précisé que le résultat, que la solution finale du conflit du Sahara occidental devrait être l'issue des négociations directes entre les deux parties. Il a bien précisé que les deux parties au conflit du Sahara occidental, c'est bien le Maroc et le Front Polisario. Il a aussi déminé un peu la route vers les négociations par la confirmation comme quoi l'Algérie est un pays observateur sur le même pied d'égalité que la Mauritanie et n'a pas autre rôle ni autre statut. Il a aussi confirmé que la finalité de ce processus au niveau de l'ONU, c'est l'exercice du droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Et nous croyons que cette grande nuance qui représente la position des États-Unis dans le domaine multilatéral peut contribuer à créer un environnement qui peut favoriser les négociations directes et qui est très loin, mais très loin, différente de celle qui est reflétée par le premier brouillon, premier draft de la résolution qui a été rejeté par la majorité des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons une question d'un média. Excusez-moi, parce que la délégation est invitée à déjeuner à l'Assemblée nationale à midi. Donc, ils vont se prendre un taxi, ils vont partir. Par contre, il y a d'autres personnes ici qui peuvent continuer à répondre à vos questions, puisqu'on a les représentants, etc. La conférence n'est pas terminée. Merci.
Merci et puis bon appétit et bon après-midi. De toute façon, il y a d'autres moments pour rencontrer les membres de la délégation au Parlement, au repas de ce soir et demain toute la journée. Et peut-être après, si vous voulez, on pourra donner les contacts. Alors, merci. York, tu voulais poser une question? Dernière question. Je voulais seulement demander, le texte de résolution n'est pas très clair, mais peut-être une solution serait quelque chose comme un plan BEC 3, parce qu'il y avait déjà une proposition de BEC dans autonomie pour 5 ans, je pense, et après le référendum. Moi, tout d'abord, j'aimerais bien clarifier, parce qu'il y a une petite, je ne dirais pas confusion, mais dans le référendum n'est pas la position du Front Polisario. Notre position pour laquelle, notre objectif pour lequel on a lutté, même bien avant l'invasion marocaine contre les Espagnols, c'était l'indépendance. Et on continue à lutter pour l'indépendance du Sahara occidental. Le référendum, ça c'est la proposition de l'ONU comme une proposition qui est conforme au droit international, intermédiaire entre la position du Polisario qui est pour l'indépendance du territoire et la position marocaine qui est l'intégration de ces territoires dans l'ensemble du territoire marocain. C'est-à-dire que le peuple du Sahara occidental, indépendamment de déposition des partis au conflit, c'est le peuple sahraoui qui décide le statut définitif du territoire du Sahara occidental. C'est-à-dire qui aura la souveraineté sur ce territoire. Notre problème avec la proposition marocaine, c'est si elle est présentée comme la seule base et la seule issue possible du conflit au Sahara occidental, bien sûr, c'est rejeté catégoriquement par le Front Polisario. Mais elle est introduite dans le processus de l'autodétermination, c'est-à-dire que l'autonomie serait une troisième option devant le Sahraoui à choisir entre l'indépendance, l'intégration ou l'autonomie. Nous n'avons aucun problème de mettre cette option devant les Sahraouis dans ce processus d'autodétermination à choisir. Notre position est très claire, mais je peux vous confirmer que le Maroc n'a la moindre intention de collaborer avec l'ONU pour résoudre ce conflit sous n'importe quelle forme. Vous venez de citer le plan Baker de 2003, qui a été adopté par le Conseil de sécurité et qui a été rejeté par le Maroc, alors que son instigateur principal, qui était le médiateur James Baker, avait déclaré pour la télévision PBS, août 2004, qu'il a conçu ce plan avec la pensée comme quoi il serait acceptable pour le Maroc, alors qu'il a été surpris par le fait que c'est le Maroc qui refuse ça. Donc ça c'est une preuve comme quoi le Maroc, même les solutions qui ont conçues pour satisfaire a priori les demandes du Maroc sont rejetées, parce que le Maroc n'est pas intéressé par cette solution. Le plan Baker, c'est entre 4 et 5 ans d'autonomie, avec des garanties et tout ça. Et je crois que c'est une période suffisante pour que le Maroc travaille le cœur des Sahraouis pour convaincre les Sahraouis comme quoi cette formule est la bonne. Et dans le référendum d'autodétermination, ça serait la confirmation de leur travail pendant Et même s'ils échouent pour convaincre les Sahraouis pendant les 4 ou 5 ans d'autonomie, ils auront aussi la possibilité, dans le référendum, là où le Polisario a pris les risques, de permettre à une grande partie des colons marocains à voter dans ce référendum d'autodétermination. Mais c'est le Maroc qui refuse. Donc, on est indépendamment de notre rejet par principe de cette vision
exclusive et excluante autour de l'idée de l'autonomie, à mon avis, et ça c'est, je crois, l'impression chez tout le monde, c'est juste une manœuvre pour gagner un peu plus de temps. Mais il n'y a pas vraiment un intérêt réel pour collaborer avec l'ONU et pour résoudre le conflit pour les raisons qu'on connaît tous. L'invasion au Sahara occidental, la colonisation du Sahara occidental est devenue pratiquement le pilier numéro 1 dans cette équation un peu de légitimité du trône, de la monarchie au Maroc. Et la question maintenant dans cette période de transition, dans la période des émeutes au niveau du Maroc, la génération Z, les problèmes et les conflits d'ordre social, économique et tout ça, la grande question qui se pose, est-ce que le Maroc, qui n'était pas disponible à coopérer avec l'ONU les années 90 et les années 2000, il le serait aujourd'hui avec tout ce qu'on voit au Maroc? Merci. Je me posais la question par rapport à l'ONU, à Staffan de Mistura, à l'envoyé spécial. Est-ce qu'il y a, parce qu'il y a eu toute une série de tables rondes qui ont plus ou moins échoué dans la résolution du conflit, est-ce qu'il y a d'autres propositions dans ce sens pour discuter? Est-ce qu'il y a quelque chose de concret au-delà des dernières décisions, des derniers textes du Conseil de sécurité qui ont été proposés, où nous sommes encore dans un flou en fait? En tant que Front Polisario, on est toujours à l'attente d'une notification, une invitation formelle par l'envoyé personnel du secrétaire général, Staffan de Mistura. Je crois que le seul élément nouveau, c'est le contenu de la conférence de presse de Mistura, 5 jours ou 6, je crois, après l'adoption de la résolution, là où il a déclaré que la résolution lui offre un cadre pour relancer le processus politique. Il a bien précisé qu'il travaillera sur les propositions de 2 parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario, sur pratiquement le même pied d'égalité. Donc nous, on espère que ce processus il serait relancé sur la base d'une lecture équilibrée de la décision de la résolution du Conseil de sécurité et non selon celle qui a été avancée dès le premier jour, dès la première soirée même, par le Maroc, par le discours du roi, par les manifs, les célébrations au Maroc. Et ça c'est une pratique qu'on connaît tous. Depuis toujours, le Maroc veut tout le temps d'imposer sa lecture, la narrative autour des décisions historiques sur le Sahara occidental. Et je crois que le 31 octobre, c'est la reproduction exacte du même exercice de 1975, quand le roi Hassan II avait prononcé un discours sur la base d'une interprétation totalement erronée de l'avis consultatif de La Haye en 1975 et invité le Marocain à marcher dans cette marche verte. C'est exactement le roi Mohamed VI qui fait le même exercice de prononcer un discours sur la base d'une interprétation erronée et demander aussi le peuple à prendre les rues pour célébrer cette décision et déclarer le 31 octobre comme une journée nationale pour marquer cette date. Ça, c'est une interprétation qui explique le pourquoi le Maroc n'est pas dans cet esprit constructif malgré ce momentum. Je crois que l'élément principal de ce momentum, c'est cette volonté bien affichée par les Américains à pousser pour une relance de ce processus politique. Et on aimerait bien que le Maroc saisisse cette occasion pour qu'on puisse régler ce conflit sur la base qui a été accordée entre les 2 parties. Et je crois que c'est la même base aussi qui a été avancée et décidée par cette résolution du Conseil de sécurité. Parce que quand on dit que la finalité, c'est l'exercice
du droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Donc c'est le peuple du Sahara occidental qui doit décider les statuts définitifs du territoire. Le plan d'autonomie du Maroc le décide au préalable de toute consultation et de tout exercice de droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Et voilà le problème, le point central de notre désaccord avec l'approche marocaine. Après, même en termes de résolution des conflits, pour que ça soit une résolution de gagnant-gagnant, c'est pas dans cette forme, parce que l'autonomie, c'est perdant et gagnant. Parce que le corps du problème au Sahara occidental, c'est le statut définitif du territoire. Et s'il est décidé en faveur du Maroc totalement, les Sahraouis sont les perdants. Le Maroc gagne pratiquement tout. Donc voilà le problème avec l'approche marocaine. Cela dit, le Front Polisario est tout à fait ouvert à participer aux négociations, mais dans le cadre bien établi par la décision du Conseil de sécurité et pas celle de l'interprétation marocaine. Mohamed Radilili, journaliste indépendant. Ma question, dernièrement, l'Algérie a exprimé sa disponibilité de faire l'appui des négociations entre le Maroc et le Polisario. La Mauritanie a réagi positivement. Avez-vous reçu une proposition de la Nations Unies de commencer les négociations par rapport à toutes les propositions qui sont attachées à la loi internationale? Nous, on n'a pas encore reçu la notification officielle, on est toujours à l'attente. Bien sûr, il y a une volonté très claire affichée par l'envoyé personnel, par le secrétaire général récemment, après son audience au secrétaire général et président de l'ARAS, Brahim Ali, à Luanda. Et on est prêt à participer, mais je le répète, on est prêt à participer dans ce cadre qui permettra l'exercice du droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Dire, selon l'interprétation marocaine, qu'il y a seulement l'autonomie et rien que l'autonomie, je crois qu'il n'y a pas de contexte de négocier, il n'y a pas de raison de négocier. Si la finalité est décidée au préalable, qu'est-ce qu'on va négocier? Pratiquement rien du tout. Et concernant l'Algérie, je crois que l'Algérie a contribué depuis le début de ce processus onusien à faciliter la tâche pour l'ONU, les différents envoyés personnels du secrétaire général. L'Algérie est un pays qui, d'abord, sa position s'inscrit dans une tradition historique de l'Algérie vis-à-vis du mouvement de libération nationale partout dans le monde, mais c'est un pays aussi voisin au Sahara occidental et il est concerné, tout comme la Mauritanie, par l'issue de ces conflits qui conditionne depuis 1975 les aspirations et les possibilités de l'ensemble des pays d'Afrique du Nord d'avoir une intégration, une coopération, des relations interétatiques normales. D'autres remarques? Philippe? Pendant tout ce temps-là, je sais pas si il marche pas le micro. Pendant tout ce temps-là, les investissements se multiplient au Sahara. Pendant tout ce temps-là, pendant toutes ces négociations qui tardent à se mettre en place, il y a des énormes investissements qui ont lieu aujourd'hui au Sahara occidental, avec des sociétés françaises notamment qui sont présentes, Total, Énergie, Engie, et là ça n'attend pas. Au niveau agricole aussi, les surfaces se multiplient, au niveau de la pêche, au niveau du phosphate,
Et est-ce que c'est pas aussi une façon pour le Maroc de faire, en reportant les négociations, de mettre tout le monde devant le fait accompli de l'occupation, notamment par le biais des investissements et du développement? Il y a ce port aussi à Darla qui vise aussi à être une porte pour le Sahel. Une fois que tout ça sera accompli, est-ce que le Maroc n'aura pas gagné? Bien sûr, le Maroc fait un pari stratégique sur cette troisième phase de son occupation stratégique du Sahara occidental. Il faut rappeler que la première phase stratégique de son occupation était la militaire d'abord, qui a culminé par la construction de ce mur de séparation entre les zones occupées et les zones libérées. La deuxième était l'occupation démographique du territoire du Sahara occidental, encourager le colon à venir s'installer au Sahara occidental, surtout dans les grandes villes et même autour de la côte du nord au sud. Et la troisième phase, bien sûr, c'est l'occupation économique de ce territoire. Et le Maroc parie sur ces leviers pour consolider son occupation au Sahara occidental et consolider le fait accompli sur le terrain. On regrette le fait que la France, par exemple, quand le gouvernement français a décidé de faire ce revirement, n'était pas seulement un revirement diplomatique, mais aussi un revirement économique, un encouragement explicite de la part de la France aux différentes compagnies françaises à venir s'installer, y compris l'agence officielle française, de s'installer dans le territoire du Sahara occidental. Et des compagnies telles qu'Engie, par exemple, contribuent à la consolidation de cette occupation économique du Sahara occidental, et même, par conséquent aussi, le problème que les agriculteurs européens trouvent ici en Europe pour pouvoir commercialiser leurs produits. Les investissements économiques des sociétés européennes qui sont construites en droit européen, après les différentes décisions de la Cour de justice européenne, il n'y a plus un contexte juridique correct pour qu'ils continuent leurs investissements au Sahara occidental. Le Front Polisario, dans sa politique de promotion des actions juridiques et judiciaires pour préserver le droit du peuple du Sahara occidental sur ses ressources naturelles, mène un recours principal contre l'accord entre l'Union européenne et le Maroc, mais parallèlement aussi commence à la préparation des autres procès contre les entreprises, bien sûr françaises, mais entre autres, qui, à nos yeux, violent le droit international, violent le principe du consentement du peuple du Sahara occidental, et ils violent aussi la condition du Sahara occidental et le Maroc sont des territoires distincts et séparés. On a vu par exemple concernant la compagnie aérienne Ryanair, mais ça s'applique exactement sur Transavia aussi, la déclaration du commissaire européen qui a déclaré clairement, suite à une question parlementaire, que toutes les compagnies aériennes qui organisent ou commercialisent de vols entre des villes européennes vers des villes sahraouies sous occupation seront en violation du droit européen, du droit international. Et donc, je crois que après la décision de la Cour 2024, mais aussi 2021, 2018, novembre et février, et surtout 2016, que toutes ces compagnies, y compris les assurances, y compris les banques européennes, sont en violation de ces accords. Et je crois que nous, en tant que Front Polisario, on a fait un pari stratégique aux années 90, aux années 2000, de pouvoir garantir
le droit de notre peuple à l'autodétermination et la liberté par le biais légal et le biais juridique et le biais pacifique. Malheureusement, c'est l'Europe qui nous a déçus. Et chaque fois que le juge nous donne raison, c'est le pouvoir politique qui essaye de contourner les différentes décisions au service des aspirations expansionnistes du Maroc. Et ça explique en partie le pourquoi il y a une guerre aujourd'hui au Sahara occidental. Les investissements de l'AFD, de l'Agence française de développement, ils n'ont pas investi justement, il n'y a pas eu des subventions pour le développement de l'agriculture dans le Sahara occidental occupé. Comment je pas... Il me semble qu'il y a eu des subventions de l'AFD pour le Maroc pour développer l'agriculture dans le Sahara occidental occupé. Je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus. Oui, tout à fait. Et le même projet serait même beaucoup plus important après l'entrée en vigueur de ce nouvel accord entre l'Union européenne et le Maroc. Il y a des grosses sommes d'investissement annoncées par la Commission dans les zones occupées dans ce sens. Et ça, au lieu d'aider à la résolution du conflit, complique davantage sa résolution. Nous avons constaté en fait que je m'appelle Najel Sidi, président du comité Carasso, donc Action Réflexion pour l'avenir du Sahara occidental. J'ai remarqué en fait que le Conseil de sécurité, il a publié un peu, normalement, chaque résolution, quand il est adopté, il sera publié 2 jours après, 48 heures. Maintenant, on a remarqué en fait qu'il a en fait publié 15 jours après. Ça, c'est pourquoi en fait déjà. Et on a remarqué aussi, j'ai remarqué que il y a, au lieu de citer les 2 parties, il a cité en fait dans tout le texte les parties. Comment expliquer? Est-ce qu'il y a un commentaire à faire ça? Malheureusement, je n'ai pas de commentaire à faire. Parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent poser des questions, mais voilà. Non, je ne suis pas sûr, mais à cause du texte de la résolution, vous avez écrit ici dans le dossier, vous avez écrit ici dans le dossier que dans la résolution, on ne trouve pas la notion de véritable autonomie. Mais moi, j'ai encore un texte où on peut trouver cette formule. La véritable autonomie. Parce que moi, j'ai un autre texte de la résolution. Le texte de l'ONU ou bien mon commentaire sur le texte? Non, ici dans le dossier, il y a un commentaire, la vérité de la résolution du Conseil de sécurité. Et ici, on peut lire toutes les formulations visant à prédéterminer l'issue, notamment la notion de véritable autonomie, ont été supprimées. Mais moi, j'ai encore un texte de la résolution avec cette phrase. Oui, je crois que la petite confusion, c'est en relation avec le préambule et la partie dispositive de la résolution. Il n'y a pas de référence dans la partie dispositive ni à la souveraineté marocaine, ni à cette véritable autonomie sous souveraineté marocaine. Ça, c'est au préambule, mais la partie dispositive, je crois qu'il y a eu bien sûr une préférence très claire vers l'autonomie du Maroc comme point de départ des discussions. Mais ce n'est pas la seule base, et la solution de l'autonomie n'est pas aussi la seule base. Elle pourrait être une solution pour le conflit. Il y a une certaine ouverture vers les autres options, propositions, et bien sûr, il y a jusqu'aujourd'hui, il y a seulement la proposition du Front Polisario qui est alternative à celle du Maroc. Et dans la résolution, il y a une référence très claire que
que la solution doit être mutuellement acceptable entre les parties. Ce qui fait que pratiquement le même veto que le Maroc peut avoir, et le Polisario là aussi. Hein. Et je crois que le plus important encore, c'est le fait que le Conseil de sécurité a pris soin de dire que le secrétaire général, c'est l'envoyé personnel et c'est la MINURSO qui doivent lidérer ce processus de négociation. Et ça, je crois que c'est un peu barrer la route devant les puissances, les pays qui voulaient un peu faire un hijacking du processus, inviter les deux parties autour d'une table et les forcer à signer un accord. Donc je crois que insister sur l'ONU comme le cadre de ce conflit est une garantie vis-à-vis du futur. Donc voilà pour nous les éléments positifs. Bien sûr, la référence avec une certaine préférence claire vers le plan d'autonomie du Maroc. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Même dans les résolutions des années passées, il y a eu toujours cette fois-ci, il y a une prise de pas en plus vers l'autonomie, mais pas pour l'endosser comme celle base ou celle issue du conflit du Sahara occidental. Et je crois que c'est ce que le Maroc voulait. Hein. Moi, personnellement, je crois que entre le projet de la résolution, premier draft 0, et la copie finale de la résolution, pour le Maroc, était plutôt un revers, hein? Pas seulement quelque chose à célébrer, parce qu'on a commencé par l'adoption de la souveraineté du Maroc, le plan d'autonomie comme celle base, comme celle ici, pas de référence à l'ONU, ni l'envoyé personnel, ni le secrétaire général, une invitation à Washington pour pratiquement faire la cérémonie de la signature et la MINURSO seulement 3 mois. Voilà, ça c'était l'objectif du Maroc avant la tenue de tractation au niveau du Conseil de sécurité. Vouloir profiter, déposer beaucoup d'espoir sur le premier examen par le Conseil de sécurité dans la première année du nouveau mandat de Trump, pratiquement pour régler tout. Et on a fini par avoir une résolution qui est beaucoup plus équilibrée par rapport à la première. Et je crois qu'on a pu avoir cette résolution parce qu'il y a une résistance de la part de la majorité des pays membres du Conseil de sécurité au draft 0. En dehors des États-Unis, le pays porte-plume, et la France, qui était un peu beaucoup plus zélé que les Américains dans ce sens, il y a eu seulement Sierra Leone qui a adopté le draft, le premier draft. Le reste des pays sont opposés clairement au projet de la résolution. Et on a fini par avoir. Et si ce n'était pas à cause de cette petite référence dans le préambule à l'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine, je crois que le projet aurait été voté par unanimité. Il a été rapporté hier dans la presse que le Maroc, suite à son succès à New York, cherche depuis longtemps, mais à intensifier son lobbying auprès des États de l'Union africaine pour obtenir un budget à l'UA sur ce sujet aussi. Et que notamment il était question du contact avec l'ambassadeur algérien à Addis Abeba, de rencontrer le président de la Commission pour s'entretenir avec lui de la réouverture du bureau de liaison de l'UA à l'AIU, c'était dans Afrique Intelligence hier. Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur ce sujet? C'est pas du tout nouveau que le Maroc chaque fois essaye de capitaliser sur des événements de ce genre à vouloir changer le statut ou avoir une influence sur le statut de la race au sein de l'Union africaine. D'abord, l'adhésion à l'Union africaine en 2007, c'était dans cet objectif. Mais je peux vous confirmer que selon les informations dont on se dispose jusqu'aujourd'hui, qu'il y a eu un prononcement très clair de la part du service juridique de l'Union africaine
qui dit que la dernière résolution du Conseil de sécurité n'altère aucunement le statut de la RAS en tant que pays membre et fondateur, et que l'Union africaine doit se baser sur son acte constitutif qui est la RAS qui a signé le traité, membre fondateur, et le respect des frontières héritières de l'ère coloniale. Donc voilà, et je crois aussi que la participation de la RAS dans le dernier sommet partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne, c'est un acte qui symbolise cet attachement à l'Union africaine de la participation de la RAS et de continuer à offrir aux Sahraouis et à la RAS la place qu'ils méritent selon l'acte constitutif de l'Union africaine. وهذا النقطة اللي عندنا الجديد اللي هو موضوع الكفاح المسلح اللي كان له تأثير على مستوى المسار الأممي ومسألة حكم محكمة العدل الأخير كانوا سيتم تطبيقه ولا سيتم من خلاله ردع وقطع الأيادي التي كانت ثروة مدنية الشعب الصحراوي. Bon, c'est une question un peu complexe. L'état de choses en relation avec le conflit maintenant, bien sûr que c'est pas du tout facile, surtout nous en tout cas d'une façon un peu schématique, notre grand atout et ligne de défense solide, c'est le droit international. Le Maroc s'appuie sur la réelle politique et les faits accomplis sur le terrain. C'était depuis toujours comme ça. Maintenant, c'est le Maroc qui essaye à mener sa bataille contre nous, même dans ce terrain qui était réservé aux Sahraouis, qui est le droit international et la légalité, par le biais d'avoir des reconnaissances à sa souveraineté prétendue et même de sortes de résolutions, surtout depuis 2007 au sein du Conseil de sécurité et la dernière 27-97. Et ce qui fait que les Sahraouis, on doit vraiment d'abord prendre conscience de la complexité, la difficulté croissante et dessiner une feuille de route qui correspond vraiment aux défis qui se présentent aujourd'hui. On ne peut pas aller avec la même feuille de route des années 90 et des années 2000. Ça, c'est un nouveau contexte avec de nouveaux défis et avec une nouvelle réalité. Et je crois que les Sahraouis sont en position, ils sont suffisamment capables et avoir l'intelligence de formuler cette feuille de route. Et je crois que en même temps, le différent front de résistance, c'est que nos amis sud-africains appelés Pillars of Resistance, ils doivent être menés avec une certaine syntonie, synchronisation pour aboutir au même objectif qui est la lutte diplomatique bien sûr, la lutte pacifique aux zones occupées, la lutte armée qui a été initiée en 2020 et bien sûr le projet des Sahraouis de bâtir le fondement de leur État dans les camps de réfugiés à la partie libérée du territoire du Sahara occidental. Ce sont 4 fronts
qu'on doit mener avec détermination et bien sûr essayer et faire mobiliser tous les efforts et tous les moyens pour que le Maroc ne réussisse pas à avoir des victoires considérables dans cette partie légale de légitimité de notre lutte et bien sûr combattre la propagande marocaine. À chaque fois qu'il y a un prononcement d'un pays, par exemple des pays européens, sur le Maroc, c'est la propagande marocaine qui le présente comme une reconnaissance à la souveraineté marocaine. On a vu ça avec la Grande-Bretagne, alors que la Grande-Bretagne, elle a exprimé une certaine préférence vers le plan d'autonomie, mais ils n'ont jamais dit que c'est la seule base ou la seule solution possible d'y compris. Ils ont même insisté sur le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental et ils se sont abstenus d'exprimer reconnaissance à la souveraineté prétendue du Maroc. Mais c'est présent par le Maroc comme une victoire, comme un endossement de la souveraineté. La même chose avec l'Allemagne, la Finlande, entre autres. Et ça, c'est un volet important. Et le volet important aussi, c'est au niveau de l'Europe maintenant, il y a tout un scénario, nouveau scénario. Il y a une majorité pas seulement au sein du Parlement européen, même quelques pays membres de l'Union africaine, de l'Union européenne, qui expriment des positions contraires à la Commission et le nouvel accord avec le Maroc. Et il faut saisir cette occasion pour avorter cette marche du Maroc vers la consolidation de son occupation économique du territoire. Parce que, par exemple, l'énergie renouvelable, c'est un pari stratégique du Maroc et se situe au centre des investissements économiques au Sahara occidental occupé. On sait bien c'est quoi l'objectif, c'est de générer une dépendance stratégique du secteur de consommation de l'énergie verte en Europe avec l'occupation du Sahara occidental comme un fait. Et ça, c'est vraiment, c'est dangereux. Pour cela qu'il y a de nouvelles réalités qui s'imposent. Il faut que nous, en tant que Sahraouis, on soit en mesure de comprendre les nouvelles réalités et bien sûr dessiner la feuille de route qui correspond à ça. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne était clair. Nous, malheureusement, on se trouve, en tant que Front Polisario, obligés à ressaisir de nouveau la Cour. Ce n'était pas notre choix. Et bien sûr, on voulait vraiment sortir de ce limbo légal, juridique avec l'Union européenne. Mais à chaque fois qu'on croit que c'est fini, c'est la Commission qui commence à inventer des interprétations qui sont pas conformes avec les différents arrêts de la Commission de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc voilà, en résumé. Le temps imparti est écoulé. Merci d'être resté au vie. Merci à vous d'être venus. En tout cas, vous êtes encore les bienvenus, certains à l'Assemblée nationale cet après-midi s'ils ont été inscrits. Sinon, ce soir, à partir de 19h, pour le repas à Ravel, au centre Ravel, s'ils sont inscrits aussi. Oui, enfin, oui, bien sûr, mais les gens qui sont là, en principe, ils sont inscrits. Là, vous passez.